tous et nous allons passer maintenant à notre deuxième table ronde, l'apartheid social à la télévision. C'est le débat de société que nous vous proposons maintenant. Nos programmes audiovisuels, à savoir les fictions, les documentaires, les séries, reflètent-ils l'ensemble des diversités sociales, culturelles, ethniques et religieuses de notre société? Quel constat peut-on dresser aujourd'hui en France? Et je vais demander à mes invités de venir me rejoindre. Alors, Laurence Bachmann, productrice, directrice générale de Barjac Productions, qui doit être par là, voilà, qui arrive. Hélène Camouilly, qui est là. Vous êtes directrice déléguée à la diversité dans les programmes du groupe France Télévisions. Merci d'avoir accepté notre invitation en tant que diffuseur, parce que je peux vous le dire, ils ne se sont pas battus pour participer à ce débat, donc merci d'être là. Gilles Galu, vous êtes producteur et vous dirigez aujourd'hui Studio Plus, une nouvelle filiale de Canal+. Vous êtes là, merci. Bibiane, qui vient d'arriver. Bibiane Godefroy, vous êtes membre de la commission Images de la diversité du CNC et ex-présidente des filiales de production audiovisuelle du groupe M6. C'est tout récent, hein, puisque vous avez donné votre démission il y a 2 jours. Donc comme ça, vous serez plus libre pour nous parler de la diversité dans le groupe M6. Ensuite, Pierre Langlais, qui arrive. Voilà, vous êtes journaliste spécialiste des séries télé pour Télérama. Vous êtes également membre de l'ACS, Association des critiques de séries. Marie-France Malonga, bonjour, vous êtes sociologue des médias. Christophe Nick, voilà, qui arrive. Journaliste et producteur de films documentaires pour la télévision. Et vous dirigez la société Yami 2 Productions. Julie Salmon, merci d'être venue, qui vient d'avoir un petit bébé. Et donc ces nuits sont courtes, mais elle a plein de choses à nous dire. Scénariste et animatrice du blog High Concept. Et Philippe Tribois, réalisateur et scénariste, voilà, qui vient nous rejoindre. Merci à tous d'être là. Alors pour introduire ce débat, je vais demander à Memona Interman Afidji, membre du CSA et président de l'Observatoire de la diversité du CSA, de venir nous présenter les résultats de la vague 2014 du baromètre CSA. Memona, c'est à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidentes et les présidents, mesdames et messieurs, chers amis aussi. Je voudrais vous dire, cher Jean-François Boyer, que vous devez être un homme d'audace. Pour inscrire un tel sujet, surtout sous ce titre-là, il faut avoir beaucoup d'imagination, beaucoup d'audace, ou simplement les yeux ouverts sur la société. Et je crois que vous devez avoir les 3 qualités. Moi, je crois beaucoup que la diversité est une obligation fondamentale pour notre société, même si nous nous regardons ici aujourd'hui et que ce n'est pas tout à fait évident de ressembler à la société que nous croisons. Je suis convaincue, absolument convaincue, qu'il s'agit là d'un enjeu fondamental, que les enjeux sont complexes aussi et cruciaux, mais que travailler sur ce sujet de la diversité de la société, mais de toutes les composantes de la diversité, permet de déminer, comme on dit, des problèmes, permet d'éviter d'aller vers la radicalisation de notre société d'une façon ou d'une autre, et en tout cas, c'est faire de la prévention sociale, tout simplement. Je le crois d'autant plus que j'ai travaillé toute ma vie avec micros et caméras. L'image, le pouvoir de l'image, la force du son, ça peut aller très loin dans l'imaginaire. Plus de 50 millions de personnes chaque jour regardent la télé, 3h45, 45 minutes de plus qu'il y a 25 ans. C'est essentiel si on veut accompagner la société. Problème, une citation. Les écrans projettent une image de la société française encore bien trop en décalage avec sa composition réelle, notamment du point de vue des catégories socio-professionnelles et des origines perçues. Malgré les freins, les médias audiovisuels doivent donc s'efforcer de mieux refléter dans leur production la société française dans toute sa diversité. Il appartient au CSA d'y veiller et à tous les professionnels du secteur d'y contribuer. Et dans cette mission, le service public a évidemment un rôle tout particulier à jouer. J'ai préféré me cacher derrière le discours de Patrick Bloch, le président de la Commission des affaires culturelles, qui a prononcé ces mots il y a quelques mois, il y a juste 2 mois, et c'était devant les professionnels des programmes de flux. Ce qu'il a dit devant les professionnels qui font du divertissement, du talk, de toutes ces émissions de plateau, à mon avis, c'est valable aussi pour vous. Alors, je vais tâcher de vous donner explication de ce dernier baromètre de la diversité que le CSA a produit à partir de 2 semaines de programme en septembre et en mai 2014. Alors, la représentation des catégories socio-professionnelles. S'agissant de la représentation des catégories socio-professionnelles des personnes
qui prennent la parole à l'écran, pas seulement des gens qu'on voit passer à l'image. Les résultats de la vague 2014 sont relativement stables par rapport à ceux de 2013. Ainsi, les employés, les ouvriers, les inactifs représentent 28% des personnes indexées en 2014 contre 29% en 2013. Et les catégories socio-professionnelles dites supérieures, suivant l'INSEE, 72% en 2014, 71% en 2013. Donc surreprésentés. On va se consacrer ici sur la deuxième colonne. Si on détaille ces résultats, on remarque en effet une diminution de la présence des employés, des ouvriers et des inactifs dans tous les genres de programmes, excepté dans la fiction où on observe à l'inverse une augmentation de leur présence. 52% de personnes indexées en 2014 contre 45% en 2013. La représentation des origines perçues. Vous savez très bien que c'est là où ça coince. S'agissant de la représentation de la diversité des origines des personnes qui prennent la parole à l'écran, on remarque que les résultats sont en baisse par rapport à 2013. 14% des personnes sont perçues comme non blanches en 2013, contre 16% en 2013. C'est en effet du perçu, ce n'est pas scientifique. On ne va pas examiner les pigments et ce serait parfois tout à fait arbitraire. Et notamment en ce qui concerne les magazines, les docs, moins 3 points par rapport à 2013. On note cependant une réelle et peut-être même très satisfaisante des résultats de la fiction française. Regardez, plus 5 points par rapport à 2013. C'est miraculeux. Et une baisse dans la fiction américaine. Si on détaille les résultats de la fiction française, on remarque une progression de plus de 4 points dans la fiction française hors cinéma et de plus de 3 points dans la fiction récente de moins de 3 ans. Et on pourrait donc, peut-être, Monsieur le Président du CSA et mes collègues, imaginer que c'est grâce à notre travail un petit peu. Je précise d'ailleurs que même si je porte la casquette de la diversité, je ne ferai pas un pas sans l'appui de tout le CSA. 5 voix sur 8. Donc, j'ai absolument besoin, mais urgemment besoin, du soutien de tout le CSA si nous voulons avancer. Merci, Monsieur le Président. Merci, mes collègues, parce que je sais que même si parfois je peux vous énerver, vous êtes fidèles au rendez-vous et vous m'appuyez. Je vous en remercie de tout cœur. Concernant le rôle tenu par les personnes qui prennent la parole à l'écran, il est intéressant de constater que dans la fiction, on observe une hausse des héros perçus comme non blancs. Vous savez mieux que moi, c'est vous qui faites la télé ce que c'est les héros. Il y a un sujet qui nous attriste tous. Il faudra probablement trouver un jour une recette pour que ce sujet soit mieux représenté. Voilà. C'est le sujet du handicap et vous le savez, un jour ou l'autre, nous pouvons nous aussi être handicapés. Ce n'est pas pour faire du misérabilisme, c'est simplement pour que cette société soit un peu plus inclusive. 0,7% en 2014 contre 0,4% en 2013. Là, comme dirait mon cher collègue, le docteur Abou, qui connaît bien ces sujets, on est dans l'épaisseur du trait. Maintenant, on va passer à l'âge perçu. Alors, s'agissant de l'âge perçu des personnes qui prennent la parole à l'écran, on remarque dans la vague des résultats de 2014 que ces résultats sont stables par rapport à 2013. Alors, les plus de 65 ans et les moins de 20 ans restent toujours sous-représentés à l'écran en 2014. Vous savez pourquoi? Moi, je ne sais pas. À l'inverse, les 20-64 ans représentent 93% des personnes qui prennent la parole à l'écran, alors qu'ils ne sont que 58% dans la population française, d'après l'INSEE. On va passer au rôle négatif, positif ou neutre des personnages que l'on voit. Alors, s'agissant de ce critère, des personnes qui sont vues comme non blanches, mais qui jouent tel ou tel rôle, on remarque que dans les fictions françaises, les personnes perçues comme non blanches sont quasiment autant incarnées dans les rôles négatifs que dans les rôles positifs. Et d'ailleurs, à ce sujet, je voudrais vous dire que nous avons décidé au CSA
que dans le prochain baromètre, qui va être indexé à partir de l'automne et avec 2 semaines de ce début d'année, disons jusqu'au mois d'août, nous allons tâcher d'intensifier notre travail sur le côté qualitatif pour tâcher de sortir de cette logique infernale, une logique purement comptable, parce qu'on ne peut pas. Vous savez très bien qu'en France, nous devons évidemment respecter la loi et ne pas produire ce qu'on appelle ce fameux chiffon rouge des statistiques ethniques. Alors je sais très bien que les Allemands ou les Britanniques, les Néerlandais sont moins coincés que nous, mais puisqu'on est là-dedans, alors on va tâcher d'aller plutôt vers de la qualité, voir des médecins, des professeurs noirs, arabes, réunionnais, jaunes, tous les autres, tous ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, qu'on les voit un peu plus, parce qu'ils existent et que la France a fait son boulot. Elle nous a permis de nous former, d'aller à l'école. Ils sont là, ces gens-là. Il faut juste les voir, les placer à des postes importants, par exemple, dans les prochaines semaines, si c'est possible, si ce n'est pas trop demandé. Nous allons faire aussi, une fois tous les 2 ans, et ça va commencer cette année, un baromètre spécifiquement axé sur cette question qui fâche, encore une fois, qui est la question des origines. Et puis je vais terminer avec ces 2 éléments. Le CSA prend évidemment sa part du travail. Nous avons sollicité cette année encore les télévisions, les diffuseurs, comme on dit, pour qu'ils produisent un petit spot le 14 juillet, parce que ce n'est pas Noël, Pâques, l'Aïd el-Kébir, Rosh Hashanah, c'est le 14 juillet, c'est notre fête à nous. Eh bien, ce jour-là, nous pouvons dire, nous sommes ensemble, nous partageons des choses ensemble. C'est un petit spot, et peut-être qu'un jour, dans 1 an, dans 2 ans, parce qu'il faut du temps chez vous, il y aura davantage de fiction où on verra ces gens-là, et on pourra mieux reconnaître l'autre, mieux accepter l'autre. Et puis, 2e point, c'est que le 6 octobre, le CSA a décidé d'organiser un colloque. Ce sera le tout premier colloque jamais organisé en France par le régulateur de l'audiovisuel sur, justement, notre fameuse diversité. Merci encore, je compte sur vous, nous comptons sur vous. Merci Memona Interman pour cet état des lieux qui permet donc de poser de façon objective les bases de notre débat, puisque là nous sommes sur des données sociologiques et non sur du ressenti. Alors on va d'abord parler de la diversité ethno-culturelle parce que c'est celle qui nous paraît toujours la plus évidente quand on parle de diversité à la télévision. Ce que j'ai quand même envie de retenir dans tous les chiffres que vous nous avez donnés, Memona Interman, c'est que la représentation de la diversité des origines dans les fictions a augmenté de 5%. Voilà, vous avez, par rapport à 2013, vous avez même parlé de miracle. Alors j'ai envie de demander à Marie-France Malonga, vous qui êtes sociologue des médias, justement, est-ce qu'on est plutôt sur la bonne voie ? Oui, effectivement, si on fait un retour en arrière, par exemple on retourne 15 ans en avant, où le débat a véritablement bien commencé sur cette question-là, on se rend compte qu'il y a des évolutions notables sur le sujet, que les écrans se sont colorés, et effectivement, ça c'est indéniable. Après, c'est vrai qu'en termes quantitatifs, l'évolution est plus notable, mais c'est toujours la question qualitative qui pose problème, oui, dans le sens où il est beaucoup plus difficile de déconstruire les représentations et les stéréotypes que de rentrer, comme disait Memona, dans des logiques comptables. Donc, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est la différence qui est faite entre les rôles négatifs, les rôles positifs, etc. Donc ça, c'est aussi une vraie question de se demander qu'est-ce qu'il y a derrière le positif et qu'est-ce qu'il y a derrière le négatif. Parce que parfois, on peut penser qu'une représentation est positive. Comme par exemple de donner une représentation d'un personnage qui serait issu des minorités ethno-raciales et qui aurait un rôle de champion ou de champion de boxe, par exemple. On pourrait se dire « Ah, mais c'est super, c'est un champion, etc. » Mais finalement, ça contribue à véhiculer parfois certains stéréotypes qui associent, par exemple, les populations noires au sport, à l'expression du corps, etc., à réduire l'individu à un corps. Donc, il faut effectivement faire attention sur les positifs, tout ce qui est positif et qui est négatif, mais la chose qu'on pourrait se dire, c'est que l'idée, c'est d'aller contre les stéréotypes, en fait. C'est vraiment l'idée, c'est un stéréotype qui est très courant, c'est l'image de la victime, c'est-à-dire la minorité ethno-raciale qui est dans une situation en difficulté économique ou sociale, qui a besoin d'aide et qui est sauvée, la plupart du temps, par un personnage blanc, ce qui renvoie à des vieux stéréotypes coloniaux.
Pour changer et déconstruire ce type de représentation, il faut effectivement inventer des héros qui sont issus des minorités et qui vont sauver les autres. C'est une façon effectivement d'aller à contre-pied, et ça permet de changer. Mais surtout, le plus important, c'est de varier les représentations, parce que effectivement, tout le monde peut être dans une situation de victime, quelle que soit son origine. L'idée, c'est de ne pas cantonner les personnages ou les individus apparaissant dans les contenus audiovisuels dans les mêmes rôles, en fait. L'idée, c'est de varier les représentations et de prendre ces individus comme des individus à part entière qui ont eux-mêmes des différences, en fait. Et je pense que c'est la façon d'avancer le mieux. D'accord. Laurence Bachmann, vous, en tant que productrice, et notamment de Nina, qu'on peut voir en ce moment sur France 2, qui marche plutôt bien, comment ça se passe? Comment vous gérez la diversité? Est-ce que c'est quelque chose de naturel? Est-ce que c'est un réflexe? Ou vous devez y penser? Un peu les trois. Non, mais je veux dire, c'est contradictoire. Non, d'abord, on vient de loin. Donc, c'est bien. Moi, je ne connaissais pas ces chiffres. C'est pas assez. Mais voilà, on est dans un sens positif. On vient de loin. On n'y pense plus. Moi, je dirais, en tout cas, vous me posez cette question, que ce soit une évidence. Nina, ou c'est pas de parler que de moi, mais Elasmala, où les enfants sont toutes les couleurs et le mari est français, mais qui n'est pas blanc. Je dirais qu'on n'y pense plus. Je crois que moi-même et tous mes copains producteurs et dans les chaînes, on n'y pense plus. Maintenant, il ne faut pas non plus se leurrer. Au niveau du casting, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas assez de comédiens des minorités, il n'y a pas assez de comédiens, donc vous n'avez pas suffisamment de choix, ce qui pourrait expliquer. Vous n'avez pas suffisamment de choix, non, en fait. Pas suffisamment de choix, donc là, moi je dirais que c'est un gros travail. Est-ce que tout le monde a accès aux écoles de comédiens? Est-ce que tout le monde peut? Est-ce que là, je ne sais pas, mais c'est vrai que la formation manque. Il y a un filtre social, finalement, qui peut empêcher l'accès aux écoles de journalisme, de comédiens, etc. aujourd'hui. Oui, et puis aussi, une fois que ça va venir, je pense, parce que je crois qu'on doit être vigilant et encore plus qu'on l'a été. Et puis, je ne parle pas d'autre chose des formats. Dans tous les pays, beaucoup aux États-Unis, il y a énormément de séries formidables, communautaires, qui nous font ou rire ou réfléchir. Je ne parle pas comme productrice, mais le format de 26 minutes permet de raconter la société, et par le rire et par l'apprentissage ou l'émotion. Je crois qu'on a un gros progrès en France à faire sur aussi des séries entre guillemets communautaires, et c'est pas un gros mot. Alors, justement, puisqu'on parle de séries communautaires, il y a une série qui va arriver bientôt sur M6, et Bibiane, vous allez pouvoir nous en parler, qui s'appelle Empire, qui est une sorte de Dallas dans le milieu c'est le Dallas du hip-hop et du R&B. Et avec un casting qui est majoritairement afro-américain. Est-ce qu'on pourrait faire une série comme ça en France aujourd'hui? Déjà, la diffuser, c'est déjà un gros pari. On a eu beaucoup de discussions dans le groupe M6. D'ailleurs, elle va diffuser sur W9 et pas sur M6. Ça a été une énorme question parce que cette série pose doublement des questions en programmation. D'abord, elle est très communautaire. Mais en même temps, c'est un soap à la Dallas. C'est l'histoire d'une famille dans un milieu qui n'est pas le pétrole, mais qui est la musique. Mais elle est aussi basée sur une musique. Et on sait bien que la musique, que ce soit l'opéra, le R&B ou la chanson française, c'est très segmentant. Donc elle a, je dirais, un double problème. Et elle était un énorme succès aux États-Unis. Mais aux États-Unis, comme l'a dit Laurence, la série communautaire, vu aussi le nombre de foyers américains qu'il y a, c'est devenu une règle. Oui, parce que il y en a plein. Il y a des séries là-bas latino qui est regardée par 33% des foyers. Voilà, exactement. Mais il y a des séries latino, il y a des séries noires américaines et il y a des séries WASP, je vais dire, pour un petit peu simplifier le débat. Et ça, je dirais que c'est le plus gros chemin que doivent faire pour moi les télévisions en France. C'est que effectivement, et on l'a vu dans les documents que nous a montré Mimouna, qui sont faits par le CSA, on a vu qu'il y a de plus en plus de gens issus de la diversité qui sont dans les fictions. Comme dit Laurence, on ne réfléchit même plus, ça devient un petit peu naturel. Bon, il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais on a déjà franchi un pas important. Mais traiter d'un problème communautaire, c'est très compliqué. Et c'est très compliqué, je voulais le dire, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on s'en est parlé tout à l'heure avant de venir sur scène. On a travaillé à M6 sur une série de 26 minutes communautaire.
C'était sur une famille d'origine maghrébine, une famille musulmane, bien intégrée. Et les problèmes, ils étaient des deux côtés. C'est-à-dire que nous, en tant que responsables de chaîne, on avait envie quand même de parler d'un certain nombre de problèmes délicats. On se dit aujourd'hui que dans les familles musulmanes, comme dans les autres familles en France, on parle des problèmes des jeunes qui vont faire le djihad, on parle du foulard, même si les familles, il n'y a personne qui part faire le djihad. Et c'était très compliqué des deux côtés de la table. C'est-à-dire que les auteurs avaient peur que si on mettait ce genre de sujet dans la série, on rentrait un peu dans le stéréotype. Et nous, on disait que si on n'en parle pas, on faisait une série un peu trop propre, entre guillemets. Et donc, c'est vraiment, voilà, c'est, je pense, là, un grand chemin à faire. Un grand chemin à faire, et le jour où on mettra... Et je pense aujourd'hui que la population française est prête. Ouais. Là, on parle des Américains, mais les Anglais l'ont fait aussi, avec les Indiens. Ils ont un autre type de communauté. Voilà, donc ça, c'est le prochain grand progrès à faire en fiction, je pense. Marie-France Malonga. Je voulais juste intervenir pour dire qu'effectivement, je pense qu'en France, l'idée de faire des séries communautaires, entre guillemets, c'est-à-dire en fait mettre un casting avec beaucoup de personnes qui sont de la même couleur ou ici des mêmes origines, peut-être, Marie-France, mettez bien votre est problématique, plus je pense pour les producteurs, les diffuseurs, etc., pas forcément pour les scénaristes eux-mêmes issus des minorités qui auraient peut-être déjà proposé des projets comme ça, parce que je pense que ça pose plutôt un problème d'ordre politique et idéologique, dans le sens où toute personne issue des minorités est souvent soupçonnée d'être communautariste, à partir du moment où il y a 2-3 personnes qui se regroupent. Donc ça pose surtout ce problème-là d'aller à l'encontre de l'idéologie républicaine. Donc il y aurait toujours ce soupçon-là d'être anti-républicain. Donc je pense que c'est surtout pour des raisons politiques que ça n'arrive pas à l'antenne. Ensuite, je pense qu'à partir du moment où des populations issues des minorités sont ensemble, elles ne sont pas forcément... L'idée de parler déjà de problèmes communautaires, déjà il y a le mot problème, et c'est un problème justement. Je pense qu'il y a toujours cette volonté de renvoyer l'autre avec un grand A à des sujets qui peuvent être stigmatisants, ou à les renvoyer à une différence culturelle ou à une différence identitaire. Et c'est le problème principal, on va dire, quand on représente des personnes issues des minorités, c'est de les marquer du sceau de la différence. Donc, si j'ai employé le mot problème, je m'en excuse, parce que c'est pas du tout ce que je voulais dire. On est parti de la série Empire, qui ne présente que du succès et que du... complètement. Non, mais et la série sur laquelle on a travaillé était une histoire d'une famille qui avait très très bien réussi. Donc je m'excuse si j'ai employé le mot problème. Mais il n'y a pas de souci. Oui, non, mais c'est juste pour dire que je pense qu'au stade où on en est en France en termes des représentations sociales, des représentations des minorités, il y a certains sujets pour lesquels on devrait faire des pauses pendant un temps. Et je pense que l'objectif principal, c'est d'arriver à la banalité, en fait. Que finalement, on ne renvoie pas à une différence forcément culturelle, qu'on ne renvoie pas à une extranéité, c'est-à-dire de montrer une personne qui serait issue forcément de l'étranger, qui ne serait pas français, intégré dans la société française de fait. Et que je pense que l'objectif, c'est d'arriver effectivement à la banalité et qu'on ne se pose même plus la question et que ce soit un personnage comme un autre. Et après, effectivement, de mettre aussi d'autres types de représentations qui parlent de la question de l'affirmation culturelle, de l'affirmation identitaire, parce que c'est pas un gros mot. C'est une réalité, mais je pense que ça revient à l'idée que je disais au départ, c'est varier les représentations. Je crois qu'on a une question dans la salle. 4e rang. Bonjour. Vous pouvez vous lever comme ça. Bonjour, moi Ça marche? Ça marche? Non. Non, ça marche pas. Bon, le micro marche pas. Censuré déjà. Faire un essai. Si on vous entend, c'est bon. Normalement, ça doit Allô? marcher. Non, c'est bon. Ça... Voilà. Bonjour. Moi, je m'appelle Catherine Jean-Joseph. Je pense qu'on se connaît pas mal d'entre nous. Ce que je voulais dire déjà, c'est que le débat commence depuis 10 minutes, enfin le débat, les discussions. Et ce que moi je voudrais quand même qu'on évite, c'est de glisser de façon inconsciente sur le communautarisme. On est tellement taxé de communautarisme que déjà régler les vrais problèmes. Et je pense que si la diversité est souvent oubliée et pas valorisée,
c'est qu'on oublie de valoriser la société française. Et ne pas valoriser la société française, ça veut dire que la société française ne s'aime pas vraiment telle qu'elle est. Alors, on est vraiment à cet endroit-là. Aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'on fait ces mêmes débats. On a envie effectivement que ça bouge. On oublie effectivement, pour parler de communautarisme, on oublie le Prince de Bel-Air, qui a fait quand même les beaux jours de France 2, France Télévisions à l'époque. Il y en a eu d'autres. Il y a eu le Cosby Show. Voilà. Et bon, mais aujourd'hui, ça pose beaucoup plus de problèmes parce que la société est vraiment divisée. J'ai monté une école d'acteurs, auteurs et réalisateurs qui s'appelle l'école Miroir, qui est une école pour les jeunes talents émergents des quartiers. Elle se trouve à Épinay-sur-Seine. Quelques jeunes qui ont écrit un court-métrage ont gagné le prix Canal+ à Clermont-Ferrand et ils ont été achetés par Canal+. Ce sont pratiquement tous des jeunes français d'origine soit maghrébine, soit corse, soit antillaise. Mais ils ont fait ce court-métrage et ils l'ont gagné. Donc les choses sont possibles. Je pense qu'à un moment donné, il faut se poser réellement les vraies questions pour qu'on n'en parle pas encore pendant 10 ans. Dans les organigrammes, il faut faire avancer les choses. Moi, j'ai été à France Télévisions. Je ne dis pas que j'ai fait avancer beaucoup de choses. J'étais pas toute seule. Mais en même temps, j'étais un thérapeute S-descriptage. C'est-à-dire quand vous avez l'habitude de voir des gens de la société française dans les chaînes de télévision, à un moment donné, eh ben, ça bouscule inconsciemment les gens. Et on en est là. Et les chaînes, et si aux États-Unis ça bouge, on n'a pas la même histoire, mais c'est aussi parce qu'on voit des gens représentatifs. Donc la question est-ce que vous seriez pour une politique plus volontariste ? Comme ça se fait par exemple je pense que maintenant, on impose des quotas ou Alors, c'est pas une question de quotas, je pense, parce qu'on n'a pas, en tout cas, ne pas les appeler comme ça. De toute façon, les quotas sont dans les têtes. Hein, on va pas se leurrer. Ils sont tous dans les têtes. On en prend un, on n'en prend pas deux. Il y a eu des lois. Exactement. Il y a la parité. Il y a la parité qui existe. Alors, il y a eu des lois pour la parité. Peut-être pouvons-nous aussi imaginer qu'il peut y avoir des lois aussi de la même façon, mais le jour où la France reconnaîtra ses femmes, elle pourra peut-être reconnaître sa diversité, parce que ça passe par là aussi. Donc c'est le même travail à faire. Voilà. Merci beaucoup. J'aimerais justement, puisqu'on parlait des quotas, des femmes, etc., qu'on dise 2 mots sur les femmes noires, qui sont finalement très peu représentées à l'écran. Alors c'est vrai qu'elles sont à l'intersection de 2 discriminations, être noire et être une femme. Les 2 seules comédiennes reconnues, c'est Aïssa Maïga et Firmin Richard aujourd'hui. Mais surtout, on a l'impression qu'elles sont invisibles dans l'espace public. Et quelque part, ne pas les représenter, c'est sous-entendre qu'elles ne sont pas dignes d'être représentées. Ça peut avoir un impact psychologique très important. Je ne sais pas, mais Mona, ce thème-là. Comme pour toutes les autres minorités, d'ailleurs. J'ai vu récemment le début d'une série sur M6, Murders. Le jour où on verra une femme noire, une belle plante, pas toute jeune, 49 ans, avocate, une bagarreuse, mais qui réussit à en imposer et à montrer que la société avance, ce sera pas mal. En attendant, c'est la fiction américaine. Mais si la fiction française peut inventer, moi je suis sûre que vous avez, et je le crois profondément, du talent, suffisamment de lucidité sur la société. Ce qui manque peut-être, et vous l'avez souligné, c'est en effet, c'est vrai que Catherine Jean-Joseph a souligné son école, mais j'ai constaté que dans le théâtre, récemment, on se heurtait au même problème, c'est-à-dire que visiblement, moi je ne connais pas suffisamment les sujets, vous les connaissez les sujets, mais il y aurait un problème de choix de comédiens, il n'y en aurait pas assez de formés. S'il n'y en a pas, il faut les former. Laurence, il faut aider les écoles, même si c'est très cher, et que une famille qui n'a pas les moyens, ou qui n'a pas eu accès à la culture au départ, ne peut pas non plus automatiquement exclure l'idée que le fils ou la fille, qui a fait déjà un certain niveau d'études, s'oriente vers ce parcours de comédien. Donc aider à accéder à la connaissance. On peut changer, et on peut changer beaucoup plus vite que l'école ne peut le faire, parce qu'il faudra attendre une génération pour l'école, tandis qu'en télé, on peut gagner beaucoup de temps, et comme c'est absolument urgent, il faut le faire, je pense. Hélène Camouilly. Je voudrais quand même donner un contre-exemple récent, en plus, qui est celui du Vagabond de la baie de Somme, avec comme premier rôle Sonia Rolland. Là, qui est une comédienne noire, pour le coup. Mais pour revenir un petit peu sur tout ce qui se dit depuis tout à l'heure, d'abord, je voudrais remercier le baromètre du CSA en ce que, comme tu l'as présenté, Mona, mais l'accent souligne le fait que
il y a une trajectoire qui est amorcée, il y a un mouvement qui est amorcé, et ça, il est indéniable. Je ne dis pas qu'il est suffisant, je dis qu'il est indéniable et qu'il est rentré dans la tête des producteurs et aujourd'hui des diffuseurs. Ça, c'est une chose. On met aussi des outils en place pour accélérer ce mouvement, vous le savez, c'est-à-dire qu'on fait rentrer, comme beaucoup de diffuseurs d'ailleurs, des clauses diversité dans les contrats de producteurs avec lesquels on travaille de façon à faire partager notre engagement avec les producteurs. Mais pas seulement, évidemment, il y a l'exemple de Plus belle la vie qui est l'exemple emblématique de la valorisation de la diversité en construisant des récits populaires qui plaisent d'ailleurs à tout le monde, toute catégorie. On rassemble aussi bien les 15-24 que les plus de 60 ans, que les CSP-, que les CSP+. Mais aujourd'hui, Plus belle la vie a 10 ans, ce qui veut dire que derrière Plus belle la vie, c'est plus l'arbre qui cache la forêt. Je prends l'exemple de Chérif, mais vous parliez des femmes Candice Renoir, K1 pour le handicap, puisque vous signaliez la question du handicap. On ne le fait pas en stigmatisant telle ou telle catégorie de la diversité, on le fait pour rassembler le plus possible. Et c'est pour ça que le terme d'apartheid social à la télévision me semble un non-sens dans la mesure où... C'était provocateur à dessein. On a bien compris, mais quand même, je préfère le déconstruire. Notre objectif, en tout cas les télévisions généralistes, c'est de rassembler le plus possible l'ensemble de la population. C'est la question que j'ai envie de vous poser. C'est même un gage de notre audience. Est-ce que quand France Télé met une série à l'écran, est-ce que sa mission, c'est de fédérer un maximum de personnes, donc on assure une audience, rassembler autour de ou nos d'être programmes. une tête de pont en matière d'innovation, de séries audacieuses, de séries singulières? Enfin bon, on développera C'est les le deux, sujet. c'est les deux. C'est les deux. La vie devant elle, Chef, Chérif, c'était innovant aussi dans l'écriture, avec l'histoire du premier rôle. 4,5 millions de téléspectateurs le 30 janvier, c'est pas neutre. D'accord, mais est-ce qu'aujourd'hui, dans une série française, quand on met un héros de couleur à 20h50, est-ce qu'on prend un risque en termes d'audience? La preuve que non, puisque aujourd'hui on a fait la démonstration qu'au contraire, on augmentait l'audience. Duel au soleil, par exemple, c'est un gage c'est la démonstration qu'on fait de l'audience avec ces premiers rôles qui sont noirs, qui sont d'origine maghrébine. Donc tout va ça bien alors. Marche, donc justement. Mais Mona, c'est plutôt, donc il faut amplifier. Pierre Langlais, vous voulez dire quelque chose depuis tout à l'heure? Non, je vais brièvement dire 2-3 choses. Je vais peut-être passer pour le doux rêveur, mais c'est peut-être parce que du côté journalistique et critique, parfois on aime imaginer ce que pourrait être la fiction dans ce qu'elle a de plus fort, sans se mettre au pied les contraintes qui peuvent être celles du politiquement correct ou de ces questions-là. Mais j'ai pas entendu beaucoup, en tout cas depuis le début de ce débat, le mot histoire, tout simplement. Oui, mais on allait y venir, et le mot... pas histoire avec un gros H comme l'histoire de France, hein, le mot intimité des personnages et le mot humanité des personnages. Et je ne pense pas, quand je parle avec mes amis, quelle que soit leur religion ou leur couleur de peau, à leur religion ou à leur couleur de peau. Ou alors, des fois, on en discute parce qu'on s'intéresse à l'un à l'autre. Mais je pense avant tout à leur histoire intime. Et je crois qu'une solution, si j'ose dire, alors après, il faut évidemment prendre en compte les problèmes des acteurs, etc., même si finalement, on voit certaines actrices, certains acteurs revenir encore et encore et encore et encore. Si on prenait peut-être plus de risques dans les castings aussi, je suis sûr qu'il y a plein d'acteurs de toutes les origines sociales, de couleur de peau, etc., qui existent, qui sont partout. Il y a des séries qui sortent des gens. Le but, la richesse de la série télé aussi, enfin du cinéma par ailleurs, les Américains le font très bien, c'est de sortir de l'ombre des acteurs qui ne demandent que ça. Et il y a des gens qu'on voit encore et encore et qui sont mauvais. Donc ce que vous êtes en train de nous dire finalement, c'est que la diversité, c'est un faux débat. Que la vraie question, c'est comment faire des fictions de qualité. Il ne faut pas oublier qu'on va être coincé dans toutes ces peurs, dans toutes ces politiques, dans tout ce qui va nous crisper. Or qu'au final, ce qui est le plus important, et je crois que tous les scénaristes qui se donnent le droit de raconter les histoires qui les touchent, ne vont pas dire « Tiens, je vais raconter une histoire sur un noir ». Non, ils se disent « Tiens, j'ai un personnage qui est fort ». Il se trouve que parce que l'acteur est excellent, ça va être un acteur noir. Ça, c'est ce qu'on disait, la banalisation, ça serait super. Et d'ailleurs, moi je suis complètement pour. Pourquoi ça serait mal que le méchant soit un arabe ou un noir? Pourquoi? Si l'acteur est excellent, on s'en fout de sa couleur de peau. Et c'est pas parce qu'il est noir qu'il va être le méchant et qu'on va dire « Oh là là, ils ont mis un noir pour jouer le méchant, c'est terrible ». Le jour où on arrivera à dépasser ces crispations-là, on avancera véritablement. Et pourquoi on n'y arrive pas encore aujourd'hui? Quels sont les principaux freins?
Ce que je voulais dire, effectivement, merci beaucoup d'avoir dit ça, c'est que les acteurs issus des minorités existent. Il faut simplement les chercher, sauf que pendant des années, on les a cantonnés dans des rôles d'obscurs marabouts. Est-ce qu'on descend suffisamment dans la rue ou d'immigrés courbant les chines? Donc, pardon? Ouais. Donc voilà, ça c'est vraiment très important. C'est un point qui me semble extrêmement important, Laurence, parce qu'il y a une génération qui arrive. Sur ce point-là. Non, mais juste, je voudrais réagir. Je suis d'accord avec vous deux, mais à un moment donné, arrêtez de dire... Est-ce que vous êtes directeur de casting? Est-ce que vous produisez des séries? Je suis désolée, moi et mes confrères, beaucoup d'entre nous, on travaille, les directeurs de casting, on cherche du casting sauvage, on fait des essais avec beaucoup de monde. Eh bien, arrêtez de dire, il y a tout et on n'est pas curieux. C'est pas vrai. Et on bosse avec les chaînes comme ça. D'ailleurs, regardez les séries françaises où il y a de toutes les couleurs. Et puis, on a le droit qu'un méchant, qui soit blanc, qui soit black, qui soit beurre, les Français, qu'importe. Aujourd'hui, on est dans un politiquement correct aussi, qui est tel que on se dit, oh là là, mais on va encore nous dire qu'on est dans le communautarisme ou que, et évidemment, il est sportif ou il est méchant, parce que, oui, mais quand on fait une série à Marseille et qu'on travaille dans les cités, ben oui, il y a plus de beurre qui sont des délinquants. Oui, alors sûr, moi je le dis, une représentation et on caste comme ça. Donc je trouve que... Alors là, pas forcément. Là, par contre, on va plus être d'accord. Mais en revanche, c'est une certaine représentation de la réalité qu'il ne faut pas Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Non, mais je veux dire quelque chose qui est peut-être dit de façon caricaturale. Je dis simplement que ne soyez pas négatifs en disant non, il manque de formation pour les acteurs et on les cherche, on va partout et on fait des essais. Non, mais attends. Alors, Christophe, allez-y. Et après. Non, mais là, il faut. Attends. Il faut. C'est aussi une question de. Est-ce que vous avez regardé le réel? Là, vous me parlez de Marseille. Bon, ok. Non, mais c'est très intéressant. Ok. La Roche-sur-Yon, la préfecture la plus blanche de France, 2% d'immigrés, a exactement le même taux de délinquance et de criminalité qu'Argenteuil, ville qu'il faut carchériser. Donc, le premier problème, c'est bien comment on regarde le réel. Qui nous parle du réel? Bon, alors regardons les infos. Moi, je vous dis ça d'autant plus que je pense qu'on est à peu près tranquille dans le monde du documentaire. Ça ne nous touche pas. S'il y a bien un genre qui, depuis 30, 40 ans, martèle les mêmes choses, c'est bien le monde du documentaire. On regarde le réel. Et si vous voulez savoir d'où viennent ces chiffres-là, c'est d'une série documentaire qui s'appelait Immigration délinquance, l'enquête qui dérange. Si vous voulez savoir quel est l'état réel de la vie des homosexuels après le printemps français, c'est dans Homo la haine. Si vous voulez savoir quelle est la réalité du viol en France sur les femmes, c'est aussi dans Infrarouge sur France 2, si vous voulez savoir. Ou pourquoi est-ce qu'à la télévision française, la représentation des jeunes, c'est dans les journaux télévisés, soit avec une capuche et une casquette, soit dans la télé-réalité comme des gros débiles, vous avez bien tous les problèmes de représentation et de stéréotypes qui sont véhiculés en permanence. Donc, il y a effectivement un problème d'abord dans... Regardez la salle. Voilà. Est-ce que notre salle, là, nous, les professionnels de l'audiovisuel, est-elle à l'image de la société française? C'est un gag. C'est vrai qu'on est tous très blancs. Excusez-moi, mais je vois 3 noirs devant, point barre. Donc on a d'abord le problème. Ce problème, il est d'abord là. Donc on est dans un problème de recrutement. Où sont les jeunes? Où sont les gens qui sont nés dans un HLM? Mais attention, parce que là, on parle des documentaires, on parle de la fiction. Non, mais attends, bon, ben voilà, qu'on arrête. Voilà. Mais je voudrais aller très très loin, parce que cette question, elle est absolument stratégique. Si on regarde dans les journaux de 20 heures, et regardons qui a des responsabilités, puisqu'on a fait cette étude, regardez le journal télévisé de TF1, parce qu'on est toujours en train de taper sur le service public, mais enfin, excusez-moi, mais c'est plutôt le service public qui se pose les bonnes questions. Et s'il n'y a pas de documentaire sur TF1 et M6, c'est bien parce qu'il ne faut pas réfléchir sur TF1 et M6. Donc on est d'abord là-dessus. Hein. Je suis désolé, c'est d'abord ça le problème. Donc, bah oui, il faut dire les choses en face. Maintenant, TF1, quand il est privatisé, on a fait l'étude, je l'ai fait avec Pierre Péan, un livre qui s'appelle TF1 Pouvoir. Voilà. Quand c'est privatisé, vous prenez tous les sujets, jusqu'à la guerre du Golfe sur l'immigration, la quasi-totalité des sujets sont sociaux. Misère, pauvreté, chômage, problèmes sociaux. À partir de la guerre du Golfe, sur TF1, jusqu'au départ de Michel Cotta, début 93, tous les sujets sont judiciaires.
Immigration clandestine, filière, problèmes, terrorisme, délinquance. À partir de la prise du pouvoir définitive de Moujotte et de sa bande, qu'est-ce qu'on a? Toujours un sujet sur l'immigration, c'est avec une voiture de police, un mec flouté et les menottes dans le dos. Mais pourquoi? Bon, comment vous l'expliquez? Mais parce que, de temps, de moyens, quel est le moteur de la plupart des diffuseurs? C'est de répondre à des peurs, de répondre à des pulsions et de les mettre en scène. Ou du faire du sensationnalisme. Donc la société française est censée avoir peur. Donc on a peur des étrangers, on a peur des Arabes, on a peur des Noirs, on a peur des jeunes, on a peur. Alors les handicapés, je vous en parle même pas. Et alors si en plus ils sont tous musulmans, fuyons. Donc c'est bien ça le truc. C'est bien ça le truc. Donc à partir du moment où on répond à des peurs, on ne fait que les encourager. Et ça fait 30 ans que c'est installé. Excusez-moi, mais j'admire effectivement, il y a une progression parce qu'il y a une prise de conscience professionnelle et probablement un volontarisme. Mais la réalité, c'est que depuis 30 ans, aujourd'hui, on ne peut pas dire que tout va bien. On est en train de se poser la question si le Front National va gagner la présidentielle. Donc c'est bien ça notre problème. Nous avons une télévision qui ne ressemble pas à la France. D'accord. Philippe Tribois, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On a une télé qui ne ressemble pas à la France. D'abord, les différentes interventions reflètent la difficulté du débat. Eh oui, parce que là, on est dans le documentaire. Qui, petit à petit, monte en passion. Voilà. Après, je pense qu'il y a deux choses. Il y a la représentation physique des minorités, donc c'est la couleur de peau. Moi, personnellement, elle ne m'intéresse pas trop parce que dans les travaux que j'essaye de faire, d'abord, je pense qu'en tant que scénariste, réalisateur, je ne peux pas peser sur les structures. Le rôle peser sur les structures, c'est le rôle des organismes de régulation, c'est le rôle de décision des groupes comme France Télévisions. Par contre, je peux peser sur le contenu des histoires. Moi, ce qui m'intéresse, que ce soit des blancs, des jeunes, des vieux, des noirs ou des jaunes, c'est la complexité des personnages. Là-dessus, je rejoins monsieur sur le désir de vérité, et je rejoins Pierre sur la vérité des situations. Après, la vérité des situations, elle est complexe pour nous, parce que moi, par exemple, c'est la vérité de quelqu'un issu d'une minorité. Ce qui m'intéresse, c'est comment, dans son esprit, ces différentes strates culturelles interagissent. C'est-à-dire ses origines, sa famille, son intégration dans un pays qui n'est pas forcément le sien, et néanmoins auquel il a envie d'appartenir pleinement. Et il y a des moments où moi, je ne me sens pas capable d'écrire ça. Ou alors, c'est au prix d'une très très longue immersion. Vous voyez, il y a un travail qui n'est pas juste un travail de documentation, il y a un travail de compréhension interne des personnages. Et là, il y a une vraie difficulté de la représentation qui est liée au fait... Moi, j'ai fait 2 fois dans ma vie, excusez-moi, je vais citer quelque chose de personnel, j'ai fait une série qui s'appelle La Commune, qui était extrêmement violente vis-à-vis des minorités, mais qui a été adorée par les minorités. C'est très particulier comme situation. C'est-à-dire que dans les cités, moi, les gens me parlaient de La Commune, ils adoraient La Commune. Et pourtant, c'était écrit par un auteur d'origine arabe, Abdel Raouf Dafri. Abdel a écrit des choses qui étaient de l'ordre de son vécu. À la fois, il est né dans une cité dans le nord de la France, il a un énorme talent, et du coup, il arrivait à transcender des situations et il donnait un spectacle. C'est-à-dire qu'il y a la dimension spectaculaire qui me semble essentielle pour faire passer des choses. Le documentaire fait passer des choses sur le réel. Il y a des documentaires de création qui, moi, élargissent mon esprit. Je pense que la fiction n'est pas seulement documentaire. La fiction fait appel à des inconscients collectifs, la fiction fait appel à des symboles, la fiction fait appel à tout un arsenal de narration qui ne doit pas être oublié, qui que ce soit, quelle que soit la catégorie dont nous parlons. Donc moi, il y a des choses dont je ne peux pas parler. Là, on est confronté effectivement au fait que, est-ce qu'on a beaucoup de scénaristes d'origines différentes? Je vais rejoindre ce que dit Laurence, parce que moi je suis un peu d'accord sur le fait que c'est très compliqué de trouver des acteurs. Excusez-moi, mais c'est pas vrai. Les gens n'arrivent pas comme ça. Alors, dans les cités, ils ont trouvé un truc, parce que c'est comme la boxe au fond, il faut y arriver à la force des points. Ils ont trouvé le stand-up. Et le stand-up, ça a permis à des tas de gens de sortir, parce que c'était pas cher. Nous, le problème, c'est que ce que nous faisons, ça coûte des fortunes. Ça coûte des fortunes, donc c'est aux mains de groupes financiers. C'est plutôt fait par des gens d'origine bourgeoise, parce que c'est la classe dominante qui le pratique. Et c'est vrai qu'une fiction de télévision, un épisode coûte à peu près 1 million d'euros, on va dire, hein, Laurence, grosso modo. Donc voilà, il y a des sommes en jeu, et il y a des gens qui sont au pouvoir, dont moi, enfin, je veux dire, qui participent, et nous sommes issus de catégories favorisées. Je voudrais vous rappeler qu'aux États-Unis, jusqu'aux années 70, il n'y a quasiment pas de cinéma noir. Il y a un mec qui s'appelle Sidney Poitier, qui incarne le bon noir vu par les Blancs. Et puis, dans les années 70, commence à naître une bourgeoisie américaine noire. Bourgeoisie américaine, ça veut dire qu'ils ont des compagnies de disques, ils ont des entreprises, ils ont du pognon. À partir du moment où ils ont du pognon, ils font des chaînes et ils commencent à peser économiquement. Et comme ils commencent à peser économiquement, tout le
monde commence à représenter les Noirs différemment. Parce qu'ils ne sont plus les victimes, ils ne sont plus les sources anxiogènes dont vous parlez, et ça c'est vrai. Vous voyez, ils ne sont pas ça. Donc, le modèle américain ne peut pas être reproductible chez nous. Mais malheureusement, je crois que votre présence dans la société, elle est proportionnelle à votre force économique dans la société. Il se trouve que beaucoup de minorités n'ont pas de force économique en ce moment dans la société, elles sont cantonnées dans des difficultés, et que ça se retrouve dans la représentation des choses. Ça, c'est vraiment une vision totalement un petit peu misérabiliste, si je peux me permettre, des minorités françaises qui ne sont pas toutes dans des catégories socioculturelles difficiles ou inférieures, etc. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir que la France, c'est un pays qui a connu des brassages migratoires et culturels très importants depuis des années, des siècles. Donc, justement, moi, ce qui m'interroge, c'est je ne comprends pas pourquoi, à chaque fois, on veut toujours attribuer une identité culturelle différente sur un personnage issu des minorités. Parce que, je ne voudrais pas en faire une affaire personnelle, mais personnellement, moi, ma couleur de peau peut laisser supposer que j'ai une différence culturelle, et je n'en ai pas. On est constamment en train de me demander quel est le plat le meilleur au Congo, je ne connais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a toujours une tendance à vouloir mettre une différence. Alors après, je ne dis pas que les différences n'existent pas, ça fait partie de la vie. La vie n'est que différence. Donc, bien sûr qu'il y a des différences, mais toutes les personnes qui ont une différence visible ou ensuite perceptible par la suite, soit un accent, soit une religion ou autre, n'est pas forcément différent en soi. Il n'a pas forcément une identité différente, une pratique différente. Je n'ai pas parlé de différence, j'ai parlé de complexité, madame. C'est oui, pas la même chose, c'est pas synonyme. Différence et complexité, non, mais ce que j'ai en parler, c'est synonyme. que vous disiez, quand vous aviez fait la commune, voilà, je veux parler des gens qui ont d'autres réalités, mais moi, je ne sais pas en parler. Donc, c'est pour ça que vous disiez que vous aviez collaboré avec un scénariste qui était lui-même d'origine maghrébine. Mais toutes les personnes, je le répète, ayant une différence visible, n'est pas différent en soi. Voilà. Julie Salmon, vous qui êtes une jeune scénariste, oui, je voudrais juste répondre à Philippe sur le fait que quand on est auteur, il le sait très bien, on peut s'attaquer à n'importe quel sujet. Effectivement, il y a des efforts de documentation à faire, mais si on a envie d'écrire sur un sujet, c'est a priori qu'on se sent concerné. Je voudrais citer Lee Daniels, qui est le showrunner de Empire, et qui s'est exprimé sur cette question dans un article de Hollywood Reporter sur la diversité. On leur a posé exactement la même question. Je pense que tout le monde l'a lu ici. Et il répondait « Moi, ça m'agace quand des Blancs écrivent sur des Noirs. Et en même temps, moi, je suis noire et j'écris sur des Noirs et ma communauté noire me critique parce que je ne dis pas forcément ce qu'ils ont envie d'entendre. » Et il conclut en disant « C'est juste du racisme à l'envers. » Est-ce qu'il n'y a que les Noirs qui peuvent écrire sur les Noirs? Est-ce qu'il n'y a que les Blancs qui peuvent écrire sur des Blancs? Est-ce que moi, si je m'intéresse et que je me suis sentie un jour étrangère ou j'en sais rien, je ne peux pas écrire sur une minorité? J'ai voulu m'intéresser à la mafia chinoise. Est-ce que je ne peux pas m'y intéresser parce que je n'ai pas d'origine asiatique? J'ai voulu parler, je ne sais pas moi, des Sri Lankais. Est-ce que je ne peux pas faire une fiction sur le Sri Lanka? Ou est-ce qu'il faut que je prenne un co-auteur sri lankais pour être sûr qu'on ne taxera pas de raciste? Je trouve que c'est... je pense que Spielberg n'a pas été interviewé des ovnis pour écrire Rencontre du troisième type et E.T. Donc, du coup, je pense qu'un auteur, a priori, s'il est sérieux et s'il est honnête vis-à-vis de lui-même, peut écrire sur n'importe quel sujet. Et qu'il faut faire attention à ne pas faire l'inverse, c'est-à-dire à répertorier des auteurs comme étant d'une minorité et qui vont écrire toutes les fictions sur la minorité. C'est de l'ordre du choix de chacun, madame. C'est-à-dire que moi, quand je vois certains problèmes traités que je n'y crois pas, je me dis que les gens ont fait leur travail. Ça, c'est autre chose. C'est un problème de mauvais travail. De mon point de vue, que pour y croire, c'est un énorme travail de déplacement. C'est mon point de vue. Mais je pense que si l'auteur il a envie d'écrire sur une minorité, c'est qu'il se sent touché. Il ne va pas, sauf si on lui donne une commande, et auquel cas, s'il ne se sent pas prêt, il ne le fait pas. Il n'y a pas de diktat. Il n'y a pas de diktat. Je vous dis simplement, de mon point de vue, et c'est le contrat moral de chacun avec lui-même, il y a des choses dont je me sens capable, au prix d'une immersion, il y a des choses dont je ne me sens pas capable, en l'occurrence E.T. Bon, on a une question dans la salle. Oui. Ça marche, oui. Ça marche. Moi, en exergue, je vais vous citer une phrase. Pardon, Philippe Nian, je suis auteur-réalisateur. Merci. Je vais vous donner une phrase en exergue, vous me direz de qui elle est. Les races inférieures ont un droit, parce qu'elles ont un devoir d'éduquer... les races supérieures, ont un droit et un devoir d'éduquer les races inférieures. Qui est-ce qui a dit cette chose à la fin du 19e siècle? C'est Jules Ferry, voilà, donc le chantre de la République. Là, okay. Et là, j'ai l'impression sur la scène, excusez-moi, d'avoir beaucoup de Jules Ferry.
Alors, je m'étonne quand même, là vous apostrophiez les quelques noirs qui sont devant, je m'étonne quand même qu'il n'y ait pas plus de représentants de la diversité sur ce plateau, excusez-moi. Il y a des producteurs dans la salle qui s'appellent Jean-Loup Montieu et France Zobda, qui depuis des années font un boulot remarquable. Avec eux, j'ai fait tout ça à l'ouverture. Et je m'étonne encore une fois, je pose la question de la légitimité de certains à parler de ces problèmes. Excusez-moi, je suis un peu violent. Voilà. Ensuite... Ah non, mais c'est pas. Non, mais si vous vous sentez visé, mais c'est très bien. Mais voilà, mais je suis là pour faire réagir. Restez avec nous, s'il vous plaît. Je suis là pour faire réagir. Mais si vous vous sentez effectivement atteint de votre légitimité, c'est votre droit. Je veux dire, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ensuite, j'enchaînerai avec autre chose. Comment? Là, je veux pas. J'enchaînerai avec autre chose. Venez avec nous, si vous voulez. On peut installer un autre fauteuil. Hein. On est déjà suffisamment nombreux. Voilà. Mais non, Christophe Nick, restez avec nous parce que j'ai encore des questions à vous poser sur les documentaires. Une demi-noire, un noir un peu. Je suis demi-noir. Métisse, voilà. On va apporter un autre fauteuil. C'est vrai que c'est assez quand même compliqué, complexe d'entendre parler de ces problèmes-là. Je veux dire, quand on parle de diversité, on parle d'un lieu, il me semble. Là, je veux dire, quel est le lieu qui peut rassembler des personnes? Il y a aussi quelques handicapés, on ne va pas faire la cour des miracles, excusez-moi, mais quand même, ça m'interpelle, ça, de voir que dans ce type de débat, et je vous dis, on perpétue ces traditions de Jules Ferry, républicaine, effectivement, chantre de la Troisième République, le hussard noir, tout ça, on envoie tout le monde à l'école, mais ce discours de 85, au mois de juillet 85, il y avait un détracteur qui était Clémenceau, qui était justement quelqu'un de radical socialiste, et qui avait une espèce de, comment dirais-je, de vraie sincérité à parler de ces choses-là. Donc, si on revient au cas de la télévision, ce que vous êtes en train de nous dire finalement, c'est que si les écrans français sont trop pâles, c'est parce que derrière aussi, c'est pas assez coloré au niveau des créateurs, des diffuseurs. Non, parce que pas aborder la diversité, c'est pas strictement une diversité de peau, de couleur. Mais alors, c'est une diversité d'imaginaire. Ce que Tribois a amorcé. Il a parlé de personnages. Je vous signale que qu'est-ce qui fait la force de la peinture française au début du XXe siècle? Ce sont les Espagnols. C'est quoi? C'est Miro, c'est Picasso. Ils amènent leur Espagne. Parce que d'où que l'on soit, quand on est ici, on est toujours de quelque part. Qu'est-ce qui fait la richesse aujourd'hui d'une littérature française? Les prix, effectivement, sont souvent attribués à des Maryse Condé, à des Laferrière, à des gens qui sont ici, mais qui viennent de quelque part. Donc si vous ne comprenez pas que c'est pas en mettant des noirs devant les écrans, mais c'est donner la possibilité, vous parliez tout à l'heure de communautarisme, c'est donner la possibilité aux imaginaires. Les Anglais font des séries avec des Pakistanais, ça marche du feu de Dieu. Le gars qui a initié toutes les séries avec, je ne sais plus quel... réalisateur. Si vous allez la force du cinéma, enfin de la série américaine, il y a des latinos, il y a des blacks. Mais est-ce qu'on va aimer une série parce qu'on s'y retrouve représenté et bien représenté? Pardon, je n'ai pas compris. Est-ce qu'on va aimer une série parce que justement on y est représenté? Je ne pose pas la question de savoir si on n'est pas représenté. Je pose la question de la pertinence aujourd'hui. D'accord, mais on parle toujours de toutes ces représentations dans les séries. Est-ce que être représenté, se sentir représenté, s'identifier, est-ce que c'est pour ça qu'on va aimer la série ou pas? Ou juste parce qu'on nous raconte une histoire? Ça va y participer du moins. Ça va y participer du moins, puisque à partir du moment où, on peut s'identifier à n'importe quel personnage. Par exemple, une femme peut s'identifier à un homme, parce que ce qui est important, comme disait mon voisin, c'est les histoires. N'oublions pas les histoires, et d'ailleurs l'un n'empêche pas l'autre, hein. On peut faire des belles histoires, des histoires complexes, avec aussi des personnes mélangées, hein. C'est pas incompatible. Je voudrais rebondir justement. Donc, moi ce que je voulais dire, c'est qu'on peut effectivement, il y a un moment, c'est quand même bien de pouvoir s'identifier à des gens qui nous ressemblent un petit peu au bout d'un moment. Oui. Mais même si on peut effectivement faire s'identifier à n'importe qui, et c'est pour ça que justement ça m'intéressait ce que disait le monsieur au sujet de la commune, c'est que finalement on se rend compte que des fois il y a même des fictions qui sont extrêmement stigmatisantes ou caricaturales, et qu'il y a quand même l'adhésion du public issu des minorités. Pourquoi? Parce qu'ils sont contents de se voir en fait représentés. Donc ça fait partie aussi d'une certaine réalité, et du coup ça effectivement ça a des contradictions, et l'impact peut être extrêmement négatif dans la mesure où ces personnes vont intérioriser les stéréotypes en question et vont les reproduire eux-mêmes, et c'est la raison pour laquelle les scénaristes issus des minorités, c'est une bonne chose parce que ça permet de parler d'autres complexités, ou même par exemple une femme, je sais pas, qui va parler, c'est sûr qu'on veut faire un film, une fiction sur l'accouchement, une femme en parlera beaucoup mieux qu'un homme, c'est une évidence. Donc c'est un petit peu la même chose si vous voulez en termes de représentation. On peut poser la question à Julie qui vient d'accoucher, qui a beaucoup souffert. Ce que je pense, c'est que finalement, ça ne dédouane pas non plus de véhiculer des stéréotypes dès lors qu'on est un scénariste issu des minorités. Parce que justement, on reproduit des stéréotypes attendus.
D'accord. Hélène, juste. La question de l'imaginaire est importante et ce qu'a relevé monsieur est aussi importante. D'abord parce que Toussaint l'ouverture, effectivement, ça a été aussi un succès d'audience et fait à travers une histoire, un récit. On va avoir Rose et le soldat qui fait partie de notre histoire commune, l'histoire de France, c'est-à-dire l'histoire de la résistance aux Antilles qu'on appelle la dissidence. Ça fait partie des récits de cet imaginaire et de cette histoire commune qui sera diffusée en prime time sur France 2. On a aussi dans la série des meurtres à la montagne-Pelée, toutes ces écritures sont importantes. Donc c'est pas seulement, effectivement, vous l'avez tous relevé, le casting, mais c'est aussi le récit. Et à partir du récit, construire ce casting. Alors, pour revenir sur le casting, c'est vrai que je suis toujours un peu étonnée parce que quand j'étais journaliste, on me disait il n'y a pas beaucoup de journalistes antillais, on n'en trouve pas. Or, moi, j'étais dans une école de journalistes et c'est il y a longtemps. On était nombreux à être journalistes antillais. Donc, parce que vous êtes d'origine martiniquaise. Voilà. Donc alors, vous voyez, monsieur. Des endroits, mais oui. Peut-être qu'il y a des endroits à investiguer, peut-être qu'il y a une forme de recrutement à trouver. Il faut tenir, certainement. Il faut aller les chercher dans des endroits où on n'a pas l'habitude d'aller les chercher. Peut-être, je ne sais pas. Mais c'est vrai que, du coup, ces histoires me reviennent en tête pour dire qu'il y a un casting qu'il faut approfondir, certainement. Mais effectivement, sans les histoires, on ne peut pas construire du cosmétique. Ça, c'est juste un tout petit exemple. Excusez-moi, non, pardon. C'est juste, ça va aller très vite. On a cité Empire comme modèle. Or, mais comme pour le débat, on s'est appuyé sur cette série-là. Si elle marche bien, alors oui, elle fait des gros scores dans la communauté afro-américaine, certes, mais elle va bien au-delà. Et si elle a fonctionné, c'est pas pour ça. C'est parce que quelqu'un a raconté une histoire intime. C'est un énorme soap, j'en suis pas le plus grand fan, mais c'est quelqu'un qui s'est raconté lui-même dans ses souffrances, dans sa vie, etc. Il suffit de l'entendre parler. Alors évidemment, il part dans des grands discours sur la question des Afro-Américains, etc. Évidemment, c'est important. Mais, et c'est là que j'irai à contre-pied de ce que vous disiez, c'est pas une série communautaire. C'est pas une série... Alors, en sous-texte, on peut l'analyser comme une série communautaire, mais c'est bien plus que ça. Et les millions d'Américains qui l'ont regardé, je pense que sa richesse, c'est justement de dépasser ça et de poser plein de questions sur la société américaine, dont l'homophobie. Et c'est pour ça que je trouve que c'est là qu'est la réussite de la série. On peut se dire, on peut arriver à dire « Ah tiens, il n'y a que des Noirs, c'est communautaire ». Il y a des séries communautaires. Blackish, par exemple, qui, avec beaucoup d'humour, parle de cette question-là aux États-Unis. Mais en revanche, Empire n'est pas à proprement parler une série communautaire. Je crois qu'il faut largement dépasser ça. Quand j'ai voulu dire communautaire, c'est qu'elle est le reflet d'une communauté et d'une partie de cette communauté. C'est-à-dire, effectivement, c'est une soirée dans laquelle... C'est une réadaptation de Shakespeare, mais elle est aussi, peu importe la couleur de peau. Communautaire de la famille du hip-hop et des producteurs de musique hip-hop. C'est-à-dire qu'elle représente une partie de la société très précise sur la musique. N'importe quelle question de pouvoir, c'est pas seulement le hip-hop, c'est n'importe quel pouvoir. Je sais bien que chaque fois j'emploie le mot communautaire et Catherine a réagi tout à l'heure. Ça donne un peu ça choque parfois un peu, mais on fait aussi des séries sur les Corses ou sur d'autres communautés. Et je pense que ce qui est important, et je fais partie de la commission diversité, et je pense que c'est un rôle, c'est que dans les histoires, il y a aussi les histoires qui sont racontées pour mieux se comprendre. Je pense qu'il y a quand même un problème aujourd'hui dans la société française, c'est que l'on ne se comprend pas. On est différent. Alors on peut être différent parce qu'on est musulman, parce qu'on est noir, parce qu'on est catholique, parce qu'on est juif, parce qu'on est belge, n'importe quoi. On est différent. Et je pense que les fictions, c'est le meilleur moyen de comprendre ces différences. Et je trouve que là, la fiction, on est un peu en retard sur le cinéma. Parce que ça choque sans doute beaucoup moins quand on dit que beaucoup de gros succès du cinéma français ces dernières années, ils sont nés du cinéma communautaire. Je veux dire, il y a plein de films, Casse Départ, etc. Alors peut-être qu'il ne faut pas dire cinéma communautaire, mais c'était quand même le reflet de communauté. Et quand je dis ça, c'est pas du tout... on a fait d'ailleurs des films, quand on a fait les films Les Ch'tis, on aurait pu le faire sur les Belges. Je trouve que Les Ch'tis est un film très communautaire. C'est dans ce sens-là que je dis, et que ce soit une question de couleur. Mais la fiction a un rôle énorme pour essayer de comprendre nos différences et qui on est. Et ça c'est dans le cadre d'histoire, je suis entièrement d'accord. Il n'y a que si on raconte de belles histoires qu'on ait vues et qu'on peut faire avancer la société, ça c'est sûr.
Moi, j'ajouterais qu'on a une question de vivre ensemble qui se pose actuellement. Quand on revoit à nouveau tous ces débats sur l'identité nationale, c'est quoi d'être français aujourd'hui? Et je pense que le devoir de la fiction, c'est pas pour faire de la diversité, mais c'est un devoir de concorde. Moi, j'ai fait pour France 3 un film dont le personnage principal est un tirailleur sénégalais. On commémore le centenaire, là, je veux dire, qui sait qu'il y a 250 000 qui ont été mobilisés, 70 000 qui sont restés, tout ce qu'on en a gardé, c'est l'image du Yabon Banania avec ce brave nègre comme ça, avec son sourire qui permettait de vendre des boissons chocolatées. Donc je pense qu'on a aussi un devoir par rapport au roman national. Quand on fait tous à l'ouverture, on oublie que tous à l'ouverture est un général de la République française, comme le sera après plus tard Dumas. Donc c'est ça le devoir aussi de la fiction. C'est même pas de penser en termes de diversité, mais c'est d'avoir pour finalité une cohésion sociale à l'heure où la question de l'identité est très importante. Il y a juste un diffuseur qu'on n'a pas encore entendu, c'est Gilles Galu. Bonjour. Bonjour. Donc Canal+, aujourd'hui Studio+. Alors justement, quel est votre avis là, sur tout ce que vous venez d'entendre depuis le début de ce débat? Très illégitime à parler de diversité aujourd'hui avec vous tous, puisque le rôle de Studio+ va être de créer des fictions pour une partie de gens qui aujourd'hui ne sont pas servis pour la télévision. La diversité des âges et des publics. Alors, merci, parce que la transition est toute trouvée. On va faire évoluer un peu le débat. On va parler aussi des jeunes. Où sont passés les jeunes? Ils ne sont pas devant la télé, en tout cas. Ça, c'est sûr. Ils ne sont pas devant la télé et ils ne vont pas y revenir tant qu'on ne leur proposera pas des fictions qui les regardent et les concernent. L'âge moyen du spectateur de fiction sur France 3, je crois que c'est 63 ans. C'est 59 ans sur France 2, un peu plus de 55 sur TF1. Alors justement, j'ai juste envie de poser la question à Hélène Camouille. Est-ce que vous assumez de faire une télévision pour les 60 ans aujourd'hui à France Télé? Moi aussi, je suis venue avec mes chiffres. Donc, vous voyez, à chacun. Voilà. Il est sûr d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, on a près d'un individu de 15-24 ans sur deux qui regarde au moins un quart d'heure par semaine de France Télévisions. Alors qu'est-ce que regardent les jeunes sur France 4, Télévisions notamment, France 4, France 5. France 5, on n'est pas que des cobayes. Ils regardent France 4, mais avec des programmes adaptés, c'est-à-dire on n'est plus des pigeons. Ils regardent aussi des Donc ils ne regardent pas des séries, Alors, à part Plus belle la vie. Plus belle la vie. Plus belle la vie, ça cartonne chez les 15-24 ans. D'accord. Gilles, alors, pourquoi, pour vous, les jeunes ont-ils déserté la télévision, même s'ils sont en tout cas les fictions? Parce qu'elle n'est pas faite pour eux. Elle n'est pas écrite pour eux, elle ne les met pas en scène, elle ne pose pas les problèmes de ces générations, sauf de manière souvent très caricaturale. Et la preuve en est, c'est que les 15-35 ans ne regardent plus la télé, à quelques exceptions près. Ils regardent ce qu'ils veulent quand ils veulent, et c'est rarement français. Et notre mission, c'est de permettre à tous ces gens qui sont diablement oubliés aujourd'hui dans la télévision hertzienne, de trouver des programmes qui leur conviennent. Donc avec Studio+. Alors qu'est-ce que vous allez faire exactement? Racontez-nous un peu. Des séries digitales premium en français, en anglais ou en espagnol. Donc on ne va pas se réduire à l'hexagone. Et la diversité, elle est évidente dans la manière dont on va aborder les sujets. On ne va pas se poser des questions de quotas, etc. Mais c'est des formats courts en fait, c'est ça? C'est des formats qui est de 10 fois 10 minutes pour l'instant. Ça évoluera peut-être, ça peut être 10 fois 8, ce sera peut-être 10 fois 26 un jour. Je suis d'accord avec le format de 30 minutes 26, qui n'est vraiment pas assez présent en France, et c'est dommage, parce que c'est une manière d'aborder plein de choses de manière légère, compacte, et plus simple que des 52. On en fera peut-être, pour l'instant on va se réduire à ce format-là. L'idée c'est de servir une diversité pyramidale d'âge aussi. Parler à des gens qui aujourd'hui sont plus du tout concernés par la télévision. Le travail qui est fait par nos chaînes aussi, c'est d'accompagner le programme d'une offre digitale. Parce qu'on sait maintenant que les supports autres que télévision sont évidemment beaucoup plus fréquentés par le jeune public que le public plus âgé. Donc effectivement, on accompagne, on associe de plus en plus les programmes et une offre digitale pour cette cible-là. Gilles Galu, quel est le montant du budget pour Studio+? C'est entre 800 000 et 1 million d'euros pour un 10 fois 10 minutes, donc c'est moindre que de la fiction lourde télé, mais très très suffisant pour faire des choses de qualité. Ça correspond au budget que nous avions à la Parisienne d'Images pour faire la nouvelle trilogie, qui était la seule case de fiction dédiée à des cibles plus jeunes en deuxième partie de soirée. J'ai toujours pas compris d'ailleurs pourquoi il n'y avait pas de fiction en deuxième partie de soirée sur TF1, sur France 2, sur France 3.
Quel budget total sur l'année ? Pardon ? Quel budget total annuel ? Annuel, 10 millions cette année, peut-être 20 ou 30 l'an prochain. C'est ambitieux, c'est volontariste. On est là pour combler un manque. D'accord. Je voudrais juste... Oui, Julie. Juste où sont passés les jeunes. Il y a une étude qui a été faite par la Guilde des scénaristes qui est sur leur site, qui montre que les jeunes regardent... Ils ont accès à l'offre et ils regardent essentiellement des séries. Et dans les séries, plus de 50% regardent les séries américaines. Donc les jeunes, ils ont bien accès à l'offre entière. Donc s'ils ne regardent pas la fiction française, c'est qu'il y a bien une raison. Excusez-moi, je vous interroge juste. Il y a une série intéressante, et on m'a appris, à France 2, qui s'appelait Clash, qui était que tout le monde, enfin en tout cas nous tous, on a salué, qu'on aime ou pas, c'était quelque chose d'atypique. Mais qui n'a pas marché. Qui n'a pas marché. Mais dans la chaîne, ils ont décidé... Est-ce que vous savez pourquoi elle n'a pas marché ? Oui, c'est juste parce que, autrement, je crois que je n'en aurais pas parlé. Donc, il y avait en tout cas une analyse. Je ne sais pas si je sais. Je dis que dans la chaîne, ils ont réfléchi en disant... Certains disaient c'est de l'Access, d'autres du Prime. Ils ont donc décidé de le mettre en Prime. Et là... Ils ont dit non, on est du point de vue des ados. Les parents et les enfants, enfin les ados n'ont pas envie de regarder ensemble. Un ado n'a pas envie de voir qui se fait sauter ou une femme, enfin excusez-moi, fait l'amour pour la première fois en compagnie de ses parents, puisque ça racontait beaucoup ou de la vie sexuelle ou d'un joint, enfin de la vie. Quand on a 15-16 ans, on n'aime pas avoir envie de vivre sous le regard de ses parents. Et cette série, là, l'analyse que j'ai eue en discutant avec France 2, enfin les gens de France 2, puisque eux-mêmes se posaient la question, ils aimaient beaucoup, c'est il y a un double regard, et quand on en parlait, que ce soit du côté des parents ou du côté des ados, qui n'arrivaient pas à regarder, elle était faite pour ça. Donc je le dis, mais voilà, c'est quelque chose auquel je n'aurais pas pensé, et qui est assez pertinent. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas des séries que les jeunes vont regarder. Un dernier mot, Julie, parce que malheureusement, on arrive à la fin de notre débat, et je voudrais prendre encore une question dans la salle. Donc si vous avez une réponse... Julie ? Oui, non, c'était juste par rapport à la communication qui avait été faite sur Clash, qui s'inspirait de Skins, qui est donc une série anglaise qui est regardée par les ados et qui est trash. Et peut-être que Clash, je ne sais pas, elle a été faite, il y avait des parents, c'était transgénérationnel. Mais elle n'a pas séduit ni les parents ni les enfants. Donc du coup, c'est une série qui n'a pas trouvé son public. Et c'est peut-être pour ça que la fiction française n'arrive pas aujourd'hui à convaincre les jeunes, c'est qu'elle ne s'adresse peut-être pas à eux, c'est ce que disait Gilles Galu ou même Philippe Trivoire, et que qui écrit la fiction française, c'est aussi ça. Est-ce que finalement, l'endogamie dont on parlait, quelle est l'histoire de Clash ? Est-ce qu'on me dit, ça parle de parents, des enfants, quelle est l'histoire ? Ça me parle de qui ? De quel personnage ? Qui est l'ado qui va porter cette série ? C'est ça. Non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que comment dire ? Je suis pas sûre qu'on arrive à la vous mettre communication d'accord, là, a été un petit peu inspirée, voilà, et qu'elle n'a pas trouvé son public. Et peut-être qu'en replay, ça a peut-être fonctionné, mais j'aimerais qu'on donne la parole à la salle, justement, un jeune producteur, une jeune productrice, pardon. Bonjour, Laurence Lascari, je suis productrice de l'autre côté du périph', c'est le nom de la boîte, et présidente de la Fédération des jeunes producteurs indépendants. Merci à l'APA d'avoir organisé ce débat. Quelques mots, juste des idées comme ça que je n'ai pas entendues, mais c'est vrai qu'on parle des jeunes qui se détournent des écrans. Peut-être qu'il faut réfléchir aussi, se remettre en question à la variété de l'offre qu'on propose. Il y a des mots qui n'ont pas été prononcés durant le débat. C'est le mot endogamie, parce qu'il faut en parler aussi. Le manque de diversité, c'est aussi une conséquence d'un phénomène qui est particulièrement présent dans nos métiers, dans l'audiovisuel. Donc, comment est-ce qu'on sort du cadre ? Comment est-ce qu'on ouvre les portes à des auteurs, à d'autres producteurs pour faire des copros ? La série, c'est un des domaines les plus impénétrables quand on n'est pas déjà dans les circuits. Pourquoi est-ce que la diversité est perçue comme un risque encore aujourd'hui, en 2015 ? Ces débats-là, ça fait 25 ans qu'on les pratique et on n'avance pas. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, je sais qu'on est là pour se faire plaisir, pour créer des œuvres, s'agissant des auteurs, pour gagner de l'argent et avoir produire des programmes dont on est fier, s'agissant des producteurs, des diffuseurs. Mais il y a un mot que j'aimerais entendre, c'est le mot responsabilité. Parce que la télévision, les écrans, c'est ce qui permet aux jeunes aussi de se former dans leur psychisme. On pense aux enfants. Et il est important que les enfants qui sont non blancs, que les pauvres, que les personnes handicapées puissent se représenter dans un avenir qui ne soit pas un avenir de délinquants, de basketteurs ou de rappeurs, de hip-hop, etc. Donc vous avez cette responsabilité et je vous interpelle aujourd'hui. Merci.
Gilles Galu, vous vouliez rajouter quelque chose justement? Quelle est la responsabilité sociale Non, mais ça va des exactement diffuseurs dans le sens que je disais. Tant que la télévision hertzienne est condamnée à faire des grosses audiences, elle ne sera jamais discriminante, elle ne sera jamais variée, elle ne sera jamais diverse. En dépit des volontés qu'on a tous de faire progresser les choses, on aura toujours du mal à parler de certaines communautés de manière libre. Parler des jeunes, même si tout ça avance, et j'ai bien conscience qu'il y a beaucoup de progrès. À moins d'avoir de l'audace. Et avoir de l'audace. Merci, Mimona. J'ai envie de terminer ce débat sur un message d'espoir en vous montrant la bande-annonce d'un documentaire qui a été réalisé par Élie Séonet. Et vous allez voir que les jeunes, eh bien, finalement, sont bien plus ouverts que nous à toutes ces questions sur la diversité. Regardez. Avec Gul et Elodie, nous rejoignons les élèves de notre classe à Roissy. On est en terminale, dans un lycée professionnel d'Evry, en banlieue parisienne. Et depuis presque 2 ans, on prépare ce voyage. Résider en France ou au Canada? En France. On va vraiment partir 6 à 11h et votre numéro de série. L'heure du départ est arrivée. Destination Montréal. Mais attention, c'est pas un voyage scolaire comme les autres. On part avec un objectif bien précis. Du haut de nos 18 ans, on se rend bien compte qu'il y a 2 ou 3 petites choses à revoir en France. Sur des sujets comme l'intégration, les discriminations, la diversité comme on dit aujourd'hui. Même si je suis en France, je vis turc. En fait, en France, on porte beaucoup le regard sur les gens. Tu portes comme s'il y avait beaucoup d'immigrés à la télé. Il n'y en a pas beaucoup. Ça commence. Vous n'êtes jamais content du coup, hein? Il paraîtrait même que l'identité française serait en danger. Quand tu ouvres la porte à des étrangers, tu testes ton seuil de tolérance aussi. Celui qui arrive a du travail à faire et toi aussi. Alors, c'est quoi le problème? C'est nous ou c'est la France? Moi j'allais te dire, ouais, je suis français, ça me fait plaisir. Rien de mieux pour répondre à toutes ces questions que de prendre un peu de distance en allant voir comment ça se passe ailleurs. On demande aux immigrants d'apprendre le français, de comprendre un peu nos traditions culturelles, mais on est aussi ouvert à intégrer certaines traditions culturelles des autres. On est plus fort sur notre langue française ici que vous l'êtes en France. L'immigration est une nationalité en soi. Quand on immigre, selon moi, on a toujours un questionnement. Partout, il y aura toujours des gens qui vont juger les différences et qui ne vont pas regarder les ressemblances. On ne peut pas dire on est québécois, mais on a été accepté par eux. Tu comprends ce que je veux dire? Ici, la différence, c'est une qualité en fait. Alors là, magnifique! Voilà, la différence est une qualité. Je trouve que c'est une belle conclusion à cette table ronde. Donc, c'est un documentaire, je précise, qui sera prochainement diffusé sur Public Sénat. Merci à tous, c'était passionnant, passionnel aussi, forcément. Donc, merci, on aurait pu en débattre encore pendant des heures. Et je vous demande maintenant, pour clore les débats de cette matinée, j'ai le plaisir d'accueillir maintenant le président du CSA, Olivier Schramek. Bien, il est un peu tard, vous avez certainement soif, sans doute un peu faim, et je ne voudrais pas prolonger trop cette matinée, mais puisque l'occasion m'en a été donnée comme chaque année, et j'en remercie vivement votre président Jean-François Boyer, je voudrais, outre les observations qui ont été faites par un certain nombre de mes collègues, vous donner un peu la vision car aujourd'hui, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, des problèmes qui vous préoccupent. Je salue David Assouline, qui vient assister à ces débats, et je salue bien entendu mes collègues qui sont venus en nombre. C'est quasiment la majorité du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui est ici présente. C'est la 3e année que je viens depuis que j'ai pris mes fonctions et je relève, cher Jean-François, avec quelle constance et quel enthousiasme aussi vous avez noué des liens étroits avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, comme vient encore de l'illustrer la présentation de Memona Interman Afidji à cette table ronde si passionnée sur la diversité, dont je retiendrai le mot final, la diversité c'est une qualité.
La participation, en tout cas régulière, de notre Conseil à vos journées est la marque de notre attachement profond à la création et à tout ce qui contribue à sa richesse et que nous avons vu s'exprimer ce matin, scénaristes, auteurs, réalisateurs, les compositeurs aussi, les techniciens, les producteurs, les diffuseurs, les distributeurs, tous, vous cultivez notre imaginaire et nos connaissances. La prise en considération, je voudrais profiter de cette occasion pour y insister devant vous, de vos intérêts, de nos intérêts, s'est traduite concrètement dans le fonctionnement du Conseil lui-même. D'abord, par l'association plus systématique de vos représentants à nos mécanismes de régulation. Je pense aux consultations engagées en cas de demande par les chaînes lorsqu'elles souhaitent modifier leur convention, et cela a souvent un impact direct sur le financement de la création. Je pense aussi aux auditions organisées en cas de demande de changement de contrôle de ces sociétés ou encore aux échanges en amont des avis qui concernent directement vos secteurs d'activité. Faire une place à part aux créateurs a également été une préoccupation majeure de notre récente réorganisation interne. Lors du renouvellement du collège, en janvier dernier, nous avons réuni dans un groupe de travail unique, sous la présidence experte de Francine Mariani-Ducret, les enjeux liés à la création, la production audiovisuelle et la production cinématographique aussi, la musique et l'évolution des programmes. En outre, la réorganisation récente des services du CSA, elle date du 12 mai dernier, a été l'occasion de mieux identifier les missions principales et primordiales de la direction des programmes. En son sein, les départements création et musique, programmation et obligations de diffusion, ou encore secteur public, à juste titre, il en a été beaucoup question ce matin, seront vos interlocuteurs naturels. Enfin, j'y reviendrai à l'occasion de l'avis que nous avons rendu le 2 décembre 2014 sur la modification des décrets dits production. Nous avons entendu assumer pleinement notre rôle de régulateur du secteur audiovisuel dans son ensemble. Nous avons non seulement pris en compte les intérêts et les préoccupations des éditeurs, mais aussi ceux de tous les acteurs de la chaîne de valeur de la création, dont la vitalité est évidemment essentielle au rayonnement de notre culture. Notre rôle, comme celui des pouvoirs publics en général, est bien de promouvoir cette vitalité créative. L'inventivité de notre tissu de créateurs s'exprime sous des formes variées. Beaucoup ont été mentionnés ce matin, la fiction au premier rang, le documentaire, l'animation, le spectacle vivant. Parmi ces genres qu'on pourrait qualifier de pluriels, la journée de la création accorde une place particulière à la fiction, avec ce festival Série, dont c'est la 4e édition. Le Conseil en fait de même dans ses études, et je mentionnerai celle qui a été publiée en septembre dernier sur le renouveau de la stratégie éditoriale des chaînes en matière de fiction. Vous pouvez vous y reporter si vous le souhaitez sur notre site. Nos constats invitent à un optimisme. La fiction audiovisuelle occupe une place de choix dans les grilles de programme, mais aussi dans les audiences. Cela a été dit lors de la première table ronde. Ces audiences confirment en 2014 l'embellie de la fiction française. Le palmarès des 10 meilleures audiences de fiction comporte désormais une majorité d'œuvres françaises. Le poids relatif des fictions américaines continue de reculer, laissant augurer en quelque sorte de la fin d'une exception française dont, pour une fois, personne ne se plaindra. La fiction est redevenue attractive pour l'ensemble des talents français, de l'écriture jusqu'à la production, et les conditions semblent réunies pour envisager de nombreux succès futurs. Nous en avons discuté ce matin. Au-delà de l'audience générée, les fictions originales sont un enjeu clé de la relation au public. Elles sont une source de notoriété pour les chaînes, dont elles expriment la ligne éditoriale. Elles sont un moteur d'abonnement pour les services payants. Elles contribuent largement à la croissance des nouveaux usages de la télévision de rattrapage et de la vidéo à la demande. Elles n'échappent plus au développement, et c'est heureux, de l'interactivité, qui confère aux téléspectateurs un rôle plus actif, notamment grâce au second écran. On voit même certains personnages de séries, vous le savez, acquérir une existence propre sur les réseaux sociaux, permettant de maintenir le lien avec le téléspectateur entre 2 épisodes. Des défis, cela a été dit encore tout récemment,
reste à relever dans cette relation au public. Nous pensons à l'enjeu essentiel que constitue la conquête ou la reconquête d'un public jeune, en particulier les 15-34 ans. Ils perçoivent, c'est vrai, moins positivement la qualité des fictions françaises, selon notre baromètre de la qualité des programmes, peut-être, comme vous y avez insisté, parce qu'ils s'y retrouvent moins. Vous le savez mieux que quiconque, le meilleur moyen d'attirer ces générations de téléspectateurs, c'est bien l'audace créative, le renouvellement des thèmes, des formats et des codes. Dans cette recherche d'une création innovante, la représentation dont nous venons de parler des composantes de la société française ne doit pas être perçue comme un frein ni comme un risque. Il nous faut ressembler pour rassembler mieux, et c'est cela, me semble-t-il, nous semble-t-il, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec Memona Interman à Fidji, l'esprit d'une fiction dans laquelle tous peuvent se retrouver et se reconnaître. C'est vrai, les résultats du dernier baromètre du CSA qui vous ont été présentés judicieusement sont mitigés. Conformément à la démarche chère au Conseil d'association la plus large des partenaires concernés, les producteurs ont été auditionnés sur ce sujet. Nous avons également réuni les chaînes de télévision le 28 mai dernier pour évoquer la nécessité de renforcer leurs engagements. Un pré-rapport leur a été transmis qui se transformera après leur réaction ces dernières semaines en rapport définitif. Et, Memona Interman à Fidji y a insisté, nous nous retrouverons le 6 octobre prochain au CSA à l'occasion d'un colloque consacré à la diversité. Nous illustrerons avec vous les talents de la création au service de la diversité, comme vous illustrez aujourd'hui la diversité des talents au service de la création. Enfin, cette attractivité des productions françaises auprès du public ne peut plus aujourd'hui se concevoir, cela a été dit à plusieurs reprises, sans leur succès sur les marchés étrangers. Les performances des programmes audiovisuels français, soutenus en particulier par l'animation, sont encourageantes. Soucieux de promouvoir ce développement de la filière en France comme à l'international, le Conseil a réaffirmé dans son avis du 2 décembre dernier l'importance économique de ce secteur en termes d'emploi et de création de valeur. Afin de donner une vision d'ensemble de cette industrie et un visage à l'entrepreneuriat que vous personnalisez, nous avons décidé, à l'initiative bienvenue de Nathalie Sonac, de lancer une nouvelle étude avec l'appui de Nicolas Curien et de Francine Mariani-Ducret. Elle est destinée à dresser un état des lieux de l'économie de la production audiovisuelle et des entreprises qui la composent. Elle a vocation à devenir un instrument de référence pour la réflexion économique sur votre activité. Cette observation de la structuration des entreprises de production nous a conduit, dans le même avis, à relativiser la critique de la fragmentation de ce tissu productif que vous incarnez. La question n'est pas pour nous de savoir si les sociétés indépendantes sont trop ou pas assez nombreuses. Seul importe de préserver l'équilibre dynamique des relations économiques entre acteurs et leur capacité à contribuer ensemble au développement et au renouvellement de la création. À cet égard, nous constatons que des pôles de production émergent, bien que ceux-ci demeurent de taille inférieure aux plus grands groupes européens. Ces expériences de mutualisation des dépenses structurelles et des dépenses en recherche et développement à travers l'adossement de sociétés de production sont probantes. Elles permettent d'accompagner les sociétés de taille moins importante dans leurs projets. Elles sont également bénéfiques pour conforter les choix des diffuseurs et encourager leurs investissements. Vous le savez, la relation entre éditeurs et producteurs a été au cœur des débats qui ont conduit à l'adoption du décret du 27 avril 2015. Je n'y reviendrai pas longuement, mais je rappellerai que le Conseil a pris ses responsabilités, en particulier sur la question des droits secondaires et des mandats de commercialisation. Il l'a fait aussi en demandant, et je réitère cette demande aujourd'hui, que la réflexion se poursuive par un deuxième temps de la réforme qui ne soit pas aussi étroitement circonscrit. Tout en saluant l'intéressement des diffuseurs à l'exploitation des œuvres qu'ils financent, le Conseil a réaffirmé le rôle central du producteur délégué. C'est lui qui assume la prise de risque initiale et la responsabilité de la réalisation de l'œuvre. Le Conseil a également pris en compte l'importance croissante des revenus tirés de la distribution des programmes dans leur financement.
Il en a tiré toutes les conséquences pour que le producteur se voit naturellement confier les mandats de commercialisation dès lors qu'il dispose d'une capacité de distribution ou qu'il a conclu un accord avec une entreprise de distribution. Veiller aux équilibres, c'est également encourager le recours aux discussions interprofessionnelles. J'y ai souvent insisté, le Conseil va intégrer dans les conventions des chaînes des dispositions relatives aux conditions dites équitables, transparentes et non discriminatoires de négociation de ces mandats. Il le fera en prenant en compte les accords conclus entre diffuseurs et organisations professionnelles. Il nous faut maintenant réfléchir collectivement à la manière d'appréhender et d'évaluer l'ensemble des curseurs sur lesquels repose le régime actuel de contribution à la production d'œuvres audiovisuelles. Le taux de recours à la production indépendante, celui de la détention capitalistique de l'entreprise de production par l'éditeur de services, l'étendue et la durée des droits, les mandats de commercialisation, le niveau d'obligation des services non hertziens. Ces derniers, vous le savez, subissent la concurrence accrue des opérateurs étrangers et des éditeurs de services audiovisuels à la demande. J'ai eu récemment l'occasion, lors du colloque de l'Access, de manifester notre intérêt quant à un rapprochement des régimes juridiques de la télévision payante et de la vidéo à la demande par abonnement, tant les usages de ces services et leurs modèles économiques convergent progressivement. S'agissant précisément des services à la demande, le Conseil avait suggéré dès 2013 une réforme comportant la possibilité d'une mutualisation des obligations entre services linéaires et non linéaires. Afin d'affiner ces propositions, le Conseil a lancé dernièrement une évaluation du décret SMAD. Celle-ci permettra de mesurer l'efficacité du texte en matière d'exposition et de visionnage des œuvres, mais aussi de soutien à la production audiovisuelle. Par ailleurs, la procédure de déclaration en ligne de ces services, mise en place au début de cette année, sera utile à leur recensement et à l'analyse de leur catalogue. Enfin, et il y a été insisté, la réflexion engagée devra accorder une place particulière au service public, tant celle qu'il occupe dans le financement de la création et dans l'exposition des programmes innovants et de qualité auprès du public est par nature fondamentale et par vocation aussi. Dans son bilan quadriennal des résultats de la société France Télévisions, qui a été établi sur la proposition de Sylvie Pierre-Brossolette, le Conseil a souligné le maintien d'un important investissement en faveur de la création et les développements numériques. Résultat de ces efforts, les bonnes audiences des fictions diffusées par France Télévisions au premier semestre 2015 sont le fait du diffuseur public comme des sociétés de production. Le bilan formulait ensuite des recommandations pour l'avenir, en invitant à davantage de renouvellement et d'innovation, notamment dans la fiction, et en préconisant une plus grande ambition en matière de programmes culturels. Je sais l'attention que vous portez à une création plus audacieuse, qu'il s'agisse de genre et de sujets traités, mais aussi de la manière de les traiter, et enfin des formats pour lesquels France Télévisions doit aussi jouer un rôle moteur. Comme à chaque changement de présidence programmée, l'avenir qui se dessine pour France Télévisions soulève nécessairement, je le sais, nous le savons, des interrogations au sein de la profession. Les orientations formulées par la future présidente Delphine Ernotte dans son projet stratégique sont essentielles, qu'il s'agisse de l'innovation dans les programmes afin de toucher tous les publics ou de la conclusion d'un pacte de refondation avec la production française. Accompagner les réformes nécessaires aux évolutions des usages, des technologies et des acteurs, le Conseil s'y attache, vous le savez aussi, au niveau européen. Vous connaissez le rôle qu'il joue au sein du réseau des régulateurs européens de l'audiovisuel, l'ERGA, pour l'adaptation de la directive sur les services de médias audiovisuels aux évolutions numériques. Des propositions seront formulées d'ici la fin de l'année dans le cadre de l'examen mené par la Commission européenne. Il y a une accélération du calendrier de cette réforme qui est perceptible aujourd'hui et qui laisse à penser, comme le suggère le titre de votre table ronde du début de l'après-midi, que l'année 2015 pourrait amorcer un Big Bang institutionnel. Je suis heureux de constater personnellement et avec mes collègues que la convergence des positions des pouvoirs publics, des auteurs, des producteurs et des diffuseurs lorsqu'il s'agit de développer l'accès au programme pour le public européen
tout en garantissant la diversité des œuvres et un environnement économique favorable est tout à fait perceptible. À cet égard, quelles sont les préoccupations du Conseil au sein de l'ERGA? Elles portent notamment sur un élargissement de la directive aux nouveaux acteurs audiovisuels numériques que sont les plateformes de distribution. Il s'agit d'affirmer leur rôle dans l'exposition des œuvres et leur positionnement dans la chaîne de valeur de la création. Nos préoccupations portent également, cette fois au titre de ce que nous appelons la compétence territoriale, au sein d'un groupe de travail qui est présidé par le directeur général du CSA, sur la nécessité de lutter contre la tentation de s'établir dans un autre État membre pour échapper aux règles nationales plus strictes. Nous réfléchissons à une harmonisation par le haut des législations nationales ou à l'introduction, au moins partielle, du principe du pays de destination. Ces débats rejoignent, bien entendu, ceux dont il sera encore question sur la territorialisation des droits d'auteur, dont le principe a pu être présenté à tort comme un frein excessif à la construction du marché unique numérique, alors qu'elle n'est qu'une forme d'organisation de ce marché. On voit d'ailleurs que cette structuration n'a en rien entravé l'émergence d'acteurs numériques de dimension mondiale. Une question déterminante se pose: comment faciliter l'accès aux œuvres tout en garantissant les conditions de leur financement et donc de leur qualité dans la diversité? Les réflexions à propos d'un marché unique numérique ne doivent pas estomper la spécificité des cultures en lien avec leur territoire. Les créations reposent sur un terreau linguistique et socioculturel qui fait la richesse des productions et leur lien intime avec le public. Celui-ci ne s'y trompe pas, car il affirme son goût pour des productions nationales alors que les marchés et les biens se mondialisent. Voilà les quelques constatations, projets et travaux dont je souhaitais vous faire part en cette fin ultime de matinée. Soyez toutes et tous, en tout cas, et dans toutes les circonstances, assurés de notre détermination à développer une ambition nationale et européenne pour la création, au service des professionnels que vous êtes comme du public, et toujours, croyez-le, à vos côtés. Merci beaucoup, Lida Schramek.